vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous. Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un grand patron du secteur du conseil et de l'informatique. Il y a une époque où les salariés qui bossaient dans cette boîte avaient tous le même costume, la même cravate, la même chemise blanche. Ça a bien changé, de même que le métier de la firme en question a changé. Au départ, elle fabriquait des ordinateurs et aujourd'hui elle fait du conseil. Que vous dire sur ce grand patron, ce PDG? Il a été scout, peut-être qu'on en reparlera dans l'entretien. Il s'appelle Alain Bénichou, PDG d'IBM France. Bonjour. La raison pour laquelle j'ai postulé à IBM, c'est qu'à l'époque, on faisait son service militaire et à chaque fois qu'on avait un entretien d'embauche, on avait un jour de perm. Et alors évidemment, j'avais, pendant la période des classes, regroupé la totalité et j'avais pris n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, il y avait IBM. Des choses d'ailleurs qui ne m'intéressaient absolument pas, parce que c'était un job de vendeur, d'ingénieur commercial, et ça ne m'intéressait pas, j'étais ingénieur. Bon, bref, donc j'ai postulé, je suis allé voir le directeur d'agence à l'époque. Donc il a dit, puisque vous êtes là, allons-y, parlons. Et on est resté 3 heures en fait à discuter. Il m'a montré en fait le monde qu'était IBM. La recherche, l'innovation à l'époque, déjà c'était en 1983. Et on est resté 3 heures à discuter, et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentré chez IBM. Ça n'est réellement valable que si c'est vrai. C'est-à-dire si vous êtes appelé, par exemple, pour passer un entretien d'embauche, mais que, franchement, vous ne le sentez pas, le fait de le dire est à mon avis, essentiel. Là, vous vous faites désirer, mais vous ne mentez pas. Voyez ? Je crois que la manipulation ne marche pas parce qu'elle est totalement décodée. Si quelqu'un vient en disant, bon, écoutez, qui meurt d'envie d'avoir le job, et qui dit, mais écoutez, je ne suis pas sûr que je rentre dans la culture d'IBM, etc., bon, il y en aura d'autres. Il y a énormément d'idées reçues. Vous avez vu, quand vous êtes venu dans le building, vous avez vu des gens qui n'avaient pas de cravate, personne n'est habillé pareil. C'est pas vrai, c'est des histoires, je dirais une espèce de rumeurs sans fondement. Les gens qui s'habillent d'une certaine façon veulent ressembler au marché qu'ils servent. Moi, je suis habillé avec une cravate parce que ce matin, j'étais à la FEP, à l'Association française des entreprises privées, et que je vous assure que la plupart des gens à la FEP, ils ont une cravate. Donc, je n'ai pas voulu forcément détonner. Et si je rencontre un publicitaire, il est très possible que j'y aille sans cravate. On doit effectivement ressembler au marché que l'on sert. Leur montrer que la finance, c'est par rapport à la technique, ça, je crois qu'il y a un côté engagement sociétal. Au fond, nous, on pense qu'on est plus utile à l'humanité que la finance. L'idée d'être un bon vendeur, c'est un compliment. Pas forcément toujours en France. J'ai remarqué que, bon, que la vente, au fond, c'était pas aussi noble que la finance, par exemple. Vous voyez. Et je crois franchement que le vendeur, en fait, se distingue par 3 choses essentielles. La première des choses, c'est qu'il doit avoir un super sens de l'écoute. Je crois que là, il y a savoir écouter, c'est-à-dire en fait arrêter, comprendre ce qui se passe, c'est absolument la moitié de la vente. Hein, je veux dire. La deuxième chose, c'est d'être authentique. Un vendeur qui manipule ne gagne jamais, ou il gagne qu'une fois. Et la troisième chose, c'est, je dirais, c'est un peu bête, mais c'est aimer les autres. La vente, c'est quelque part rentrer dans l'intimité de quelqu'un d'autre pour pouvoir, in fine, lui demander de passer un ordre de vente. D'ailleurs, le mot ordre de vente, c'est le mot anglais, la commande en français. C'est comme si vous commandez à quelqu'un qui n'a aucune relation hiérarchique avec vous. Le plus fort, c'est ça en fait, c'est d'intimer un ordre à quelqu'un qui ne dépend pas de vous. Souvent, quand moi je recrute quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vérifié que la personne en question avait déjà les compétences requises, la compétence technique, etc. Donc je suis plus en fait dans le software
que dans le hardware, hein, si je puis me permettre cette analogie. Je suis plus de, est-ce qu'il y a une adaptabilité? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous seriez capable demain matin d'aller rencontrer un client à Singapour qui soit chinois et lui vendre exactement ce que vous êtes en train de me vendre aujourd'hui ici en France? L'adaptabilité, c'est ça. C'est d'ailleurs, c'est un problème, je le teste de façon culturelle, sur la partie diversité culturelle. J'essaye de tester, mais ça, c'est pas une question, hein, c'est le côté fact-based, on dit en anglais. C'est-à-dire extrêmement factuel, argumenté, non pas sur des émotions, mais sur des faits. On ne marche jamais correctement à IBM si on n'est pas constamment avec la religion des faits. Donc, j'essaye de te capter j'ai l'impression que, enfin, ou je pense que. Quand il y en a trop, disons qu'il y a une petite alerte qui sonne. Ouais. Le truc qui tue, quelque part, enfin, ça va peut-être vous étonner, mais c'est l'arrogance. C'est pas un détail, mais il y a effectivement une façon d'interrompre, une façon de ne pas écouter, une façon de ne pas être empathique, qui se décèle assez vite. Je dirais à la fois la discipline et la volonté de réussir, et en même temps le sens de l'humour. Je crois qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Donc quand on est dans un comité exécutif et que quelqu'un raconte une sornette, bon, il y a deux façons. Soit on y va, on dit mais c'est quoi, ben, idiot, voilà, enfin, tel et tel fait contredit ce que tu viens de dire. Ou bien faire un trait d'humour. Moi, je préfère toujours la deuxième solution. Donc c'est ça qu'ils aiment un peu. Ils n'aiment pas mon côté méditerranéen, un peu trop expansif, je pense. Je choisirais sans doute Jacques Attali. Alors, pour trois raisons. D'abord, premièrement, parce que je pense que c'est le pic de la mirandole, Jacques Attali. La deuxième chose, c'est que franchement, on peut tous envier son intelligence, quoi. Je veux dire, il sait tout, mais en plus, il comprend vite, quoi. Et la troisième chose, je pense qu'il y a des choses qui nous rattachent, lui et moi, enfin, sur le plan... je veux dire, on est tous les deux nés en Algérie, on a à peu près le même fond culturel. Donc je pense que ce serait, enfin, si je puis me permettre, si je peux avoir l'arrogance de choisir un tel collaborateur, je choisirais Jacques Attali sans aucun problème. La misanthropie, je crois, voilà, je pense. Moi, j'aime les gens. J'adorerais être calme et zen en toute situation. Il y a énormément de technologies qui sont aujourd'hui popularisées par IBM. Et ça parle aux geeks, croyez-moi. Alors là où je m'en suis rendu compte, c'est mon fils. Il était donc, il faisait ses études à l'école polytechnique et puis à un moment donné, il faisait donc beaucoup de maths. Mon fils polytechnicien. Mon fils est polytechnicien, et oui. Il fallait que je le sorte, hein, quand même, non? Donc il y en a l'autre a fait HEC, mais lui a fait Polytechnique. Il paraît que vous avez été scout. Absolument, oui. Ça vous a laissé quel souvenir? Ben, on était, moi je crois que le scoutisme m'a beaucoup appris en fait. Il y a un certain nombre de choses, ça va être un peu idiot, de valeurs en fait qui sont véhiculées par le scoutisme. J'ai retrouvé en fait ces valeurs, c'est très curieux d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé ces valeurs à IBM. C'était quoi donc votre surnom scout? Ah, ça c'était, oui, je pense qu'on m'appelait Astrakhan parce que j'avais les cheveux assez crantés et noirs à l'époque.